Bonjour, alors je vais vous proposer ce soir une seconde vidéo sur le thème des vaccins anti-Covid parce que c'est un sujet qui provoque pas mal de débats. Ce que je voulais, c'est vous proposer cette fois une réponse détaillée à un article de Thierry Seguin qui met en cause les explications que je faisais dans ma vidéo et qui affirme que justement il y aurait un risque important qu'on nous cacherait sur les vaccins anti-Covid. On va dire que la stratégie utilisée dans cet article est la même que la stratégie qui est utilisée dans beaucoup d'autres articles du même type qu'on trouve sur Internet un petit peu partout, où on va prétendre, on va donc annoncer des chiffres de mortalité sur le vaccin qui ne correspondent en aucun cas à la réalité. Donc ça, je vais vous expliquer en détail pourquoi immédiatement. Pour ce faire, on va revenir sur le processus d'évaluation des vaccins et de la plupart des médicaments qui est utilisé en médecine actuellement. Donc un médicament ou un vaccin, lorsqu'il est en cours d'élaboration, il va passer par de nombreuses étapes de tests. Les premières étapes sont des études in vitro, ensuite sur des modèles animaux, on va tester à la fois sur des modèles animaux l'efficacité ou la sécurité supposée. Une fois qu'on est à peu près sûr de son coup, je dirais, enfin que la société est à peu près sûre de son coup, elle va passer à ce qu'on appelle les études de phase 1 et 2. Dans ces études, donc on va prendre des échantillons assez restreints, ça peut être quelques centaines de personnes qui vont avoir une santé solide, donc des jeunes volontaires qui a priori vont bien résister à des effets secondaires éventuels. Dans ces études, on va vérifier la sécurité du produit, être sûr que le candidat vaccin ne provoque aucun effet secondaire, au moins sur ces petits groupes. On va commencer à tester son efficacité, voir qu'il produit bien les effets qu'on souhaiterait, par exemple qu'il produit suffisamment d'anticorps contre le virus du Covid. Et on va estimer les doses optimales en termes d'efficacité et de sécurité, donc voir jusqu'où on peut doser, par exemple la quantité d'ARN injecté ou la quantité de... Donc si c'est des protéines recombinantes, la quantité de protéines injectées, sans que ça provoque d'effets secondaires nuisibles. Une fois qu'on a terminé ces phases 1 et 2, alors il y a déjà pas mal de candidats vaccins qui ne passent pas ces filtres, évidemment, on va passer à ce qu'on appelle la phase 3. Donc là, on va prendre des grands groupes cette fois-ci. Les phases 1 et 2 ont établi déjà une bonne sécurité sur des petits groupes. Donc on va tester sur des groupes de 50 000, 100 000 personnes. Et là, on va vraiment faire une preuve d'efficacité sur des grands groupes avec une étude randomisée. Donc on compare un grand groupe de non-vaccinés avec un grand groupe de vaccinés et on regarde s'il y a bien une prévention. Et on va faire une preuve de sécurité aussi, donc on va prouver que le vaccin ne provoque pas d'effets secondaires décelables jusqu'à des niveaux de risque qui sont de l'ordre de grandeur des groupes testés, donc on va dire à peu près 1 sur 20 000 en ordre de grandeur. Ça veut dire que cette phase 3, s'il y a des risques causés par le vaccin qui vont être inférieurs par exemple à 1 sur 100 000, ils pourront ne pas être détectés effectivement dans cette phase 3, donc dans cette première partie de la phase 3. Alors on va me dire, oui, mais la phase 3, ce sont des grands groupes pharmaceutiques qui font les études, donc c'est pas objectif, c'est Big Pharma qui manipule les données, etc. Alors ça pourrait être le cas. Seulement, ensuite, derrière, il y a évidemment des contrôles des autorités sanitaires de toutes sortes de pays qui vont valider les vaccins. Donc, ils vont demander des comptes aux groupes qui ont fait leurs études. Ils vont regarder extrêmement en détail le protocole utilisé, la façon dont les études ont été faites, et ils vont juger si c'est acceptable ou pas. Alors, il faut savoir que pour le Covid, au départ, il y avait à peu près 200 candidats vaccins et il n'y en a que 5 au bout du compte qui ont été retenus par les autorités européennes ou américaines, par exemple. Donc, il y a quand même un filtre assez sévère qui est exercé, qui prouve quand même qu'il y a un contrôle sérieux de la situation. Ensuite, si
un labo s'amusait à manipuler les données de ces études, ça se verrait immédiatement dans la phase suivante de vérification que je vais vous présenter, qui est le suivi en continu des risques vaccinaux. Donc une fois qu'on a validé la phase 3, comme je vous disais précédemment, sur des grands groupes, on passe à l'autorisation de mise sur le marché des vaccins. On commence par les administrer très logiquement aux personnes qui sont le plus à risque de décéder ou de faire des formes graves de Covid. Comme ça, si on a des risques qui sont inférieurs à 1 sur 20 000 qui n'ont pas été détectés, ça sera pas très grave puisque de toute façon, les personnes à risque auront quand même largement un bénéfice du vaccin. Et maintenant, donc on est en train de distribuer le vaccin à des millions de personnes. Et on va pouvoir continuer les études de sécurité, mais cette fois sur des très grands groupes, et cette fois, on va pouvoir trouver des risques qui sont inférieurs à 1 sur 100 000. Donc là, en ordre de grandeur, les accidents de la route chaque année, c'est 1 sur 20 000. Donc là, on est en train de chercher des risques qui sont 5 fois inférieurs aux accidents de la route. Donc ce sont des risques vraiment dérisoires, mais donc ces grosses études de pharmacovigilance permettent de les trouver. C'est comme ça qu'on a trouvé les risques de thrombose avec AstraZeneca, risque 1 sur 500 000 ou 1 sur 600 000, donc risque infime. Les risques de myocardite avec Pfizer, on n'est pas certain que ce soit lié au vaccin, mais il y a une forte suspicion. Et là, sont des risques à 1 sur 1 million, donc c'est des choses complètement dérisoires. Donc la procédure qui est utilisée pour ces études, on recense les effets secondaires éventuels, c'est-à-dire toutes les pathologies qui vont arriver après le vaccin. Alors, c'est là qu'il y a la grosse manip de tous nos amis anti-vax qui font de la propagande mensongère, et certains, quand ce sont des médecins, savent très bien ce qu'ils font. Ils se contentent de prendre les pathologies qui sont relevées après le vaccin. Ben voilà, au bout d'une semaine, on a eu tant de morts après le vaccin, donc forcément, toutes les morts qui sont arrivées après le vaccin, c'est de la faute du vaccin. Et toutes les maladies graves qui sont arrivées, par exemple, dans les 2 semaines ou 1 mois après le vaccin, on va dire que ce sera de la faute au vaccin. Évidemment, c'est totalement faux. Donc, si on a affaire à des scientifiques sérieux, bon, je suis tout à fait à même de comprendre le fonctionnement de ces choses-là. Je suis quand même ingénieur en sciences de la vie, je sais évaluer la pertinence, le sérieux d'une étude médicale. Donc ce qu'il faut faire, une fois qu'on a les déclarations d'effets secondaires éventuels qui tombent, donc bon, quelqu'un fait un infarctus 1 semaine après le vaccin, très logiquement, son médecin traitant et le spécialiste qui le suit, il va reporter cet événement aux autorités de suivi, ils vont dire, voilà, telle personne a fait un infarctus 1 semaine après le vaccin, il y a un problème potentiel, il y a un soupçon potentiel, c'est tout à fait logique. Ensuite, les autorités de surveillance qui recensent les potentiels effets secondaires, elles vont faire un travail qui est essentiel, c'est de comparer ce qui arrive aux tables de mortalité ou d'occurrence moyenne dans la société. Il y a tout le temps dans la société des morts qui se produisent. Sur 1 million de personnes, je vous ai dit, il y a une mortalité moyenne de 0,8% par an, donc 8000 morts chaque année, et à peu près, si on fait une règle donc on divise par 12, ça fera en gros un petit peu moins de 700 morts chaque mois qui va se produire sur ce million de personnes. Donc si vous vaccinez 10 millions de personnes, ça veut dire qu'en moyenne, il y en aura 7000 qui vont mourir dans le mois qui aura suivi leur vaccination. C'est pas du tout pour ça que ça sera provoqué par le vaccin, c'est juste une mortalité classique. Donc il y a des fréquences de mort subite, il y a des fréquences d'infarctus, il y a des fréquences d'allergies graves, etc. qui arrivent. Donc il faut comparer ce qu'on observe dans les effets secondaires signalés du vaccin et ce qu'on observe statistiquement dans la moyenne sur des groupes non vaccinés. S'il y a un écart significatif entre les deux, c'est-à-dire entre les infarctus des non vaccinés et les infarctus des vaccinés par exemple, alors oui, là on pourra commencer à se poser de sérieuses questions, à dire il y a peut-être un problème. Dans la réalité, ce travail, il a été fait et il a mis en évidence, donc je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, c'est affiché dans tous les rapports de l'ANSM,
En France, il n'y a aucun signal de surmortalité sur les vaccins qui sont utilisés. Il n'y a rien. Les seuls risques qu'ils ont pu mettre en évidence sont des risques de l'ordre de 1 sur 500 000 à 1 sur 1 million. Ça oui, ça a été relevé comme je vous l'ai dit, mais sinon il n'y a aucun signal. Ce que font les anti-vax avec leur communication de propagande, donc comme je vous l'ai dit, ils recensent sur les sites officiels, donc ANSM ou autres, les signaux après le vaccin. Et avec ces signaux après le vaccin, qui ne sont pas du tout des signaux provoqués par le vaccin, ils vont faire des super rapports qui vont faire 10 pages, 20 pages, 30 pages, avec plein de calculs statistiques savants pour impressionner le chaland. Mais la méthodologie de base, elle est complètement fausse, elle est complètement viciée, parce qu'on ne fait pas la comparaison par rapport aux tables de mortalité et d'occurrence moyenne. Donc je vais vous montrer quelques exemples de cette communication de propagande. Donc là, par exemple, voilà, l'article de Thierry Seguin, il fait référence à un organisme qui s'appelle Eudra Vigilance, organisme dont je ne remets absolument pas en question le sérieux d'ailleurs, ça y a aucun problème. Donc il dit bien décès après vaccination, pas décès dû à la vaccination. Et là, donc quand on regarde le tableau, vous voyez donc effectivement nombre de cas, effets graves, décès. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout précisé que ce sont des décès après la vaccination et pas des décès dus à la vaccination. Si vous allez sur le site de Eudra Vigilance, on vous dit très explicitement les informations publiées sur le site internet concernent des effets indésirables suspectés, mais qui ne sont pas obligatoirement liés ou dus aux médicaments. C'est tout à fait clair sur la base de données d'Eudra Vigilance. Alors il y a un autre site qui s'est amusé, là aussi, il a carrément pris les tableaux des effets secondaires après le vaccin de l'ANSM, et il en déduit des chiffres, vous voyez, décès pour 100 000 vaccinés, voilà, 3,5 pour 100 000 chez Pfizer, 1,4 chez Moderna. Bon, c'est du grand n'importe quoi, parce que ce sont des décès qui sont après le vaccin et absolument pas des décès dus au vaccin. Donc voilà, toutes les données que vous verrez sur Internet, sur les sites anti-vax, utilisent exactement la même stratégie à chaque fois. Donc on fait passer des décès après le vaccin pour des décès dus au vaccin. Et une fois de plus, bon, moi je pourrais exactement faire la même chose, je pourrais vous démontrer entre guillemets l'immense danger des chaussons aux pommes ou des glaces à la vanille en donnant des chaussons aux pommes à 1 million de Français et en recensant tous les Français qui sont morts dans la semaine qui a suivi l'ingestion du dangereux chausson aux pommes. Je vous garantis que vous aurez plein d'effets secondaires graves, des infarctus, des paralysies, des morts subites, etc. Parce que ça arrive naturellement, avec ou sans chaussons aux pommes, avec ou sans vaccin, dans la population générale. Donc voilà pour la petite manip qui est faite à chaque fois sur les sites anti-vaccins lorsqu'ils parlent de chiffres de mortalité. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces chiffres de pseudo-mortalité provoqués par les vaccins. Maintenant, je vais vous parler des vrais effets secondaires dus au vaccin. Et cette fois-ci, je vais faire encore mieux que les super études sur 1 million de personnes. Je vais vous parler de la réalité qui est observée sur des pays de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc on va voir ce que c'est, quels sont ces effets secondaires qui sont observés aujourd'hui. Donc là, on a, vous voyez, les United Kingdom, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni. Vous avez ici les cas de Covid qui sont enregistrés, avec ici la vague de variant Delta. Donc là, les anti-vax vont être ravis, ils vont me dire mais vous voyez, c'est bien la preuve que les vaccins ne servent à rien puisqu'on a plein de cas qui ont été recensés en Angleterre malgré la vaccination.
Je vous ai dit dans la précédente vidéo que c'était surtout des cas d'épidémies qui circulent chez les non-vaccinés. Il y a encore à peu près 40%, 45% de la population anglaise qui n'est pas vaccinée aujourd'hui, essentiellement les jeunes. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde le nombre de morts. Vous voyez qu'on a deux vagues avec des pics presque équivalents. Celle-là un petit peu plus petite, bah oui, parce qu'il y a déjà une moitié de population vaccinée ou même un peu plus, donc le virus circule un peu moins, même si la vague Delta est plus contagieuse. Pour cette vague-là, on avait un pic de mortalité au pic de la vague qui était à peu près à entre 1000 et 1200. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est à une mortalité de 69. Donc on a divisé la mortalité par 20. Et donc l'effet du vaccin aujourd'hui est de sauver la vie de 1200 personnes par jour. Ça, c'est un effet secondaire qui est établi sur une population de 60 millions de personnes. C'est pas des élucubrations qui sont... c'est pas de la propagande, c'est pas des choses... je pas des délires statistiques, c'est la réalité, c'est absolument incontestable. Entre parenthèses, vous voyez que la vague de variant Delta, elle est déjà en train de redescendre rapidement au Royaume-Uni, extrêmement vite. On était à 50 000 cas par jour, on est maintenant à 28 000, et qu'on n'a toujours aucun signe significatif de mortalité. C'est pas le meilleur vaccin qu'ils ont utilisé en majorité au Royaume-Uni, puisque c'est le vaccin AstraZeneca, qui est un très bon vaccin, mais dont l'efficacité est un petit peu en dessous des vaccins à ARN messager. Maintenant, on regarde les Pays-Bas. Donc ça, c'est assez intéressant. Eux, ils ont été vaccinés avec un vaccin à ARN messager. Donc ils ont un pic de vague de variant Delta qui a été extrêmement brutal. Vous voyez, les cas montent très vite, beaucoup plus vite que sur les vagues précédentes, parce que le virus est beaucoup plus contagieux. Mais ce qu'on observe, c'est que très très vite, la vague s'est cassée les dents sur le vaccin, qu'on redescend déjà extrêmement vite. On était à 11 000 cas par jour, on n'est plus qu'à 5 200. La vague, elle a duré, donc on va dire qu'elle a commencé début juillet, vers le 5 juillet à peu près. Aujourd'hui, on est le 27 juillet, donc en gros, il s'est passé 3 semaines pour la partie la plus intense de la vague. Vous voyez qu'avant, la vague, elle avait duré, par exemple ici, du 23 septembre 2020 jusqu'au 11 novembre, donc ça avait duré 1 mois et demi, ça avait duré 2 fois plus longtemps. Et ce qu'on voit qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est qu'au niveau de la mortalité, cette fois, il y a 0 signal aux Pays-Bas. Ils ont 3 morts par jour en ce moment, alors que sur les pics des vagues précédentes, ils avaient 100 morts par jour, ou quasiment 100 morts par jour. Là, on a divisé le nombre de morts par 30. Et le vaccin, sur un petit pays comme les Pays-Bas, il est en train de sauver 100 de vies tous les jours là-bas. Ça, ce sont des chiffres issus du monde réel, du vaccin qui fonctionne. C'est pas dans des études scientifiques, dans des petits groupes, dans un laboratoire. C'est vraiment le vaccin à grande échelle dans le monde réel. Alors là, les anti-vax, ils vont me dire oui, mais le variant Delta, c'est juste parce que le variant Delta est moins létal, il provoque peu de morts. En fait, c'est une mutation qui fait qu'il est très contagieux, mais pas dangereux. Je vais vous montrer ce qui se passe en Indonésie, même vague de variant Delta. Donc vous voyez déjà la vague elle est beaucoup plus puissante, le virus est plus contagieux, donc il contamine beaucoup plus de monde. Le pays, l'Indonésie, n'est quasiment pas vacciné évidemment. Voilà ce que ça donne en nombre de morts cette fois. Bah oui, on est parti d'un bruit de fond à 200 morts par jour, et on en est maintenant entre 1500, je vais vous montrer la moyenne sur 7 jours, vous voyez qu'on est déjà en moyenne sur 7 jours à 1500 morts par jour. Pour l'instant, c'est pas fini, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'ils aient atteint le pic de leur vague, donc on peut espérer pour les Indonésiens que ça s'arrête aux alentours de 1500, 2000 morts par jour sur le pic, mais voilà, s'ils avaient été vaccinés, ça serait comme aux Pays-Bas. Ils auraient quasiment aucune mortalité dans ce pays. Alors maintenant, nous allons partir en France et je vous propose de comparer 2 départements qui sont la Martinique, département non vacciné avec à peu près 20% seulement des personnes fragiles qui sont vaccinées là-bas,
et les Pyrénées-Orientales, un département beaucoup plus fortement vacciné avec 85% des personnes fragiles, c'est-à-dire pour moi toutes les personnes de plus de 50 ans qui sont vaccinées. Donc dans ces deux départements, on a une grosse vague de variant Delta. Donc en Martinique, on a des incidences à 992, ça a complètement flambé. On voit que le variant Delta est beaucoup plus contagieux, il se répand beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que sur les vagues précédentes. Donc incidence à 992. Pour les Pyrénées-Orientales, c'est un peu moins pire, mais c'est pas franchement beaucoup mieux. Donc vous voyez la même vague de variant Delta qui explose, le virus se répand comme d'habitude chez les non vaccinés et chez les jeunes. On a des incidences à 635, donc extrêmement élevées là aussi. Donc voilà pour ce qui se passe au niveau des incidences, des cas de Covid. Maintenant on va aller regarder ce qui se passe au niveau des hospitalisations. Donc voilà notre département non vacciné qui est la Martinique. Hospitalisation qui était avant la vague à 18 qui monte à 142 et c'est pas fini, c'est-à-dire que ça va continuer encore à monter parce qu'on réagit avec un petit peu de retard aux incidences, mais enfin s'ils sont au pic, peut-être que ça montera jusqu'à ce niveau-là et qu'ensuite ça redescendra, on verra bien, mais enfin vous voyez que le nombre d'hospitalisations a été multiplié en Martinique par 8 ou 9 et les morts, les soins intensifs vont suivre bien entendu ce chiffre des hospitalisations. Maintenant, on regarde ce qui se passe sur les Pyrénées-Orientales, donc notre département vacciné. Et vous voyez le chiffre des hospitalisations, là-bas, on est à 67, donc il n'a quasiment pas bougé depuis que la vague de variant Delta est arrivée et a fait exploser. Pourtant, les incidences, vous voyez ce qui se passe aux Pyrénées-Orientales, incidences qui explosent, et aucun signal significatif sur les hospitalisations. Alors bien sûr, il y a une toute petite hausse, on est passé de 45 à 67, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'explosion du nombre de cas d'hospitalisation en Martinique. Donc bon, je pense que je vous ai proposer vraiment des exemples qui sont incontestables d'efficacité dans le monde réel des vaccins. Pour moi, je suis désolé, mais la petite minorité de médecins qui se permettent de faire des tableaux comme ça, de mettre en cause la sécurité des vaccins et l'efficacité des vaccins quand on voit le nombre de vies qui sauvent aujourd'hui, et quand on voit qu'ils permettent de réouvrir massivement les sociétés, pour moi ces médecins, ce sont clairement des criminels, il faut appeler les choses par leur nom, et j'ai aucun état d'âme à le dire. Quand je vous parlais de réouverture des sociétés, oui, on voit que clairement aujourd'hui aux Pays-Bas, il n'y a quasiment plus de limites qui sont imposées aux libertés. On a ça et là des petites fermetures à minuit, mais enfin c'est complètement insignifiant. En Angleterre, tout est ouvert, tout est libre, alors que sur les vagues précédentes, ils avaient tellement d'hôpitaux saturés, tellement de morts qu'ils étaient en confinement dur. Même chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, vous voyez qu'on a des incidences astronomiques à 635. Auparavant, avec des incidences bien moins élevées, à 200, 300, ils étaient sous confinement strict, il n'y avait quasiment aucune liberté. Là, aujourd'hui, avec des incidences qui sont 2,5 fois plus élevées, tout ce qu'on leur demande, c'est le port du masque en extérieur ou dans les magasins. Enfin bref, ce sont des mesures qui sont complètement insignifiantes en termes de privation de liberté par rapport à un confinement dur. Bon, l'utilité du port du masque en extérieur, c'est assez discutable quand une population est totalement vaccinée. Bon, mais ça peut, c'est pas contraignant. Ça, personnellement, ça me dérangerait pas plus que ça. Hein. Ça peut avoir une petite utilité lorsque on est dans une foule un peu dense ou dans un fort regroupement de population. Mais bon, peu importe, hein, tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que le principal effet secondaire qui est observé aujourd'hui pour les vaccins, c'est de réouvrir les sociétés et c'est de sauver de nombreuses vies partout où il est mis en œuvre. Après, le reste, on peut toujours en discuter.